Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir les différents métiers de la cybersécurité. Et aujourd'hui on va commencer par le métier d'administrateur système et réseau. Et pour cela, aujourd'hui on accueille Nida sur la chaîne. Nida, bonjour, bienvenue. Bonjour Processus, merci de l'accueil. Je t'en prie, je t'en prie. Donc Nida, si tu pouvais définir ton travail en trois mots, ton métier en trois mots, qu'est-ce que ça serait? Forcément système et réseau, et un troisième qui est transversal parce que au final j'ai pas de préférence et d'ultra spécialisation. Est-ce que tu peux nous détailler en quoi consiste ton métier, quelles sont les missions principales, quel est ton environnement de travail, est-ce que tu es plutôt sur des serveurs, plutôt sur des postes clients, quels sont les principaux outils que tu utilises, par exemple pour te connecter à distance, pour administrer les serveurs que tu administres, j'imagine, ou alors les périphériques réseau. Quelles sont un peu toutes les facettes de ton métier, est-ce que tu peux nous en dire un peu? Pour commencer, je travaille dans une ESN, donc une société de prestation de services informatiques, ce qui m'emmène à évoluer dans beaucoup de milieux différents. J'ai fait une mutuelle, j'ai fait des industriels. Là, actuellement, ma mission est chez un éditeur d'un ERP. Donc, mon environnement va de Windows à Linux. La gestion de salle aussi, c'est arrivé. Ensuite, il y a la partie purement réseau, donc ça va des switches de table, on va dire, dans l'entreprise jusqu'au firewall. Donc je suis plutôt essentiellement sur la partie serveur que la partie utilisateur. Et actuellement, mes outils dans ma mission actuelle, c'est un environnement qui est à 95% Linux. On utilise des serveurs qui sont chez OVH. C'est forcément que du SSH à distance et du tunnel VPN. Derrière, il faut s'assurer aussi de la sécurité qu'on gère via des pfSense et des règles IP tables au niveau de Proxmox. Alors, est-ce que, donc là, tu nous as déjà un petit peu parlé de ce sur quoi tu travaillais. Est-ce que tu pourrais nous définir une semaine type, par quoi tu commences le lundi et qu'est-ce que tu fais tout au long de la semaine? Le lundi, c'est la réunion d'équipe qui est importante pour savoir ce que l'on va faire dans la semaine et l'état d'avancement des différentes tâches qu'on a en cours pour se tenir informé au niveau de l'équipe parce qu'on est en partie en télétravail et c'est un des moments de partage de la semaine qui reste très important. Ensuite, nous avons la partie installation de l'ERP. Donc l'ERP s'installe on-premise chez les clients ou sur une offre SaaS, qui est ce que j'expliquais tout à l'heure chez OVH. Comme c'est le cœur de métier, c'est ça qui passe en priorité. Ensuite, on a la partie MCO qui est très importante pour au moins avoir les OS à jour. MCO, pour ceux qui n'ont pas suivi, maintien en condition opérationnelle. Donc l'application des patchs, mise à jour, etc. Et après, on a des projets d'évolution au niveau de l'infrastructure. Est-ce que tu pourrais nous indiquer une fourchette de prix du salaire de ton métier? Je vais me baser sur les offres que je reçois. Donc je suis pas sur Paris, je tiens à le préciser que Paris, les grilles de salaire sont différentes. Donc moi je suis sur Nantes. Les salaires vont de 36 à 44 voire 45 000 bruts annuels. Est-ce que tu pourrais nous parler des points forts, les points que tu préfères dans ton métier? Ce que j'aime faire, c'est en partie ce qui me permet de choisir aussi une mission, c'est d'avoir de la liberté. Je ne vais que dans des petites structures qui permettent justement de toucher à tout et de pas être dans un cadre limitant et frustrant comme on pourrait le trouver dans des très très grosses structures nationales ou internationales. J'ai besoin de naviguer entre le réseau, le système, le stockage, la sécurité. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble que l'on n'arrive pas à avoir dans une très grosse société où tout est découpé, ce qui donne pas forcément un sens au travail. Est-ce que tu as fait des études et quelles études as-tu fait et quelles études faudrait-il faire pour être à ton poste? Déjà, je n'ai pas un bac général, j'ai un bac STL, donc un bac technique, sciences et techniques laboratoire, option biochimie, microbiologie. D'accord. Donc on est très loin de l'informatique. Ensuite, j'ai fait une formation de pédicure podologue, donc j'ai un diplôme d'état, donc c'est en 3 ans. J'ai exercé pendant presque 6 ans, je me suis reconverti, donc là j'ai fait une formation, l'équivalent d'un BTS en 9 mois, c'était un TCRT, donc technicien supérieur en réseau informatique et télécommunications. J'ai travaillé, en parallèle j'ai fait quelques modules au CNAM, qui m'ont permis de monter aussi en compétences, et surtout, la très grosse partie, c'est l'auto-formation. Et je voudrais juste apporter une petite Ouais. note, c'est que je compare très souvent mon ancien métier dans le médical à l'informatique. Parce que dans la façon de réfléchir,
On se retrouve, c'est des façons qui sont assez proches. On élimine des hypothèses pour trouver la root cause. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui souhaiterait se former à ton métier? Si c'est une personne qui est passionnée, normalement, il n'y aura pas de problème. Les personnes qui sont moins motivées dans l'informatique et qui ont besoin d'un cadre d'enseignement, je leur dirais d'éviter des écoles comme l'Epitech ou l'école 42 qui sont vraiment réservées pour des personnes autonomes, des nerds et des gens qui veulent souffrir, apprendre en souffrant. Donc faire des écoles comme l'ENI ou des formations Bac+2, Bac+3 qu'on peut trouver partout en France. Et le plus important, c'est pas le diplôme, c'est avoir un stage et de rester dans le stage pour avoir une première expérience professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous donner également ta vision de la sécurité par rapport à ton métier? J'ai une vision qui est très influencée par Quentin Adam de Clever Cloud. Je suis, on va dire, très bourrine. On fait les mises à jour et on voit ce qui est cassé ou pas cassé parce que qu'est-ce qui est plus contraignant? Perdre 3 heures de prod? Ou est-ce que c'est perdre 15 jours parce qu'on s'est fait exploser le SI? Dans le milieu professionnel où la prod est vue comme un totem d'immunité, on va dire ça comme ça, et jusqu'au jour de l'incident. Est-ce que d'ailleurs tu pourrais nous parler de tes inquiétudes par rapport à la prise en compte de la sécurité dans les entreprises? C'est comme évoqué à l'instant, c'est la peur de casser la production et de perdre du chiffre d'affaires. Quand j'ai travaillé dans 2 sociétés industrielles, il y a certaines problématiques qui n'étaient pas prises en compte. Toute l'informatique liée aux automates ou aux machines qui sont souvent sur des Windows et dont le prestataire utilise un VNC ou un TeamViewer. Et on est presque dans le cas du Shadow IT parce qu'on n'a aucune information de ces machines. Sinon, un autre point qui m'énerve au plus haut point, c'est de ne jamais faire un audit externe. Et la raison invoquée, c'est ça coûte trop cher. On dit toujours, la sécurité c'est comme une chaîne, et la chaîne, sa résistance, elle tient à son maillon le plus faible. C'est le maillon le plus faible qui va casser et qui va casser toute la chaîne. Donc du coup, c'est là qu'on se rend compte, évidemment, des points faibles. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de passer par là pour les détecter, quoi. J'ai oublié l'assurance. L'assurance quand tu t'es fait exploser ton SI, ça, beaucoup de sociétés ne le prennent pas en compte. C'est très important parce que ça permet de retrouver éventuellement un SI fonctionnel assez rapidement, surtout si on a fait tout un travail en amont de backup, de test de backup. Alors, est-ce qu'en dernière partie, tu peux également nous parler de ta veille technique et de la veille que tu effectues pour te maintenir au fait de la sécurité des équipements? Donc la première chose, c'est lire les livres blancs ou les best practices des produits. Okay. Ensuite, il y a forcément les guides de l'ANSI, mais je préfère ceux de l'homologue américain qui est le CISA et le CIS aussi, qui me permettent d'avoir des mises à jour plus rapides que l'ANSI sur les alertes CVE. Ensuite, Twitter, les mailing lists constructeurs ou de distribution Linux ou Windows pour être informé des mises à jour qui vont arriver et leur impact éventuel. Et puis, ta chaîne ou celle de Wakid aussi, parce que vous êtes plus du côté offensif et cette partie-là, je la maîtrise pas du tout. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir présenté ton métier, du coup, administrateur système et réseau. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. En tout cas, je te remercie de ton accueil. Je t'en prie. C'est donc tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.